Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous. Aujourd'hui, en fait, comme promis, hein, c'est vrai que ça a été quelque part un peu improvisé parce que notre invité aujourd'hui n'a pas beaucoup de temps, mais on a vraiment essayé de lancer cette émission avec lui parce que clairement, c'est quelqu'un qui est assez connu dans la communauté noire, notamment à travers son parcours. Et aujourd'hui, on va s'entretenir avec lui sur son parcours, notamment investir au pays. Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler de cet invité-là. Il va se présenter à nous, mais vraiment, c'est quelqu'un de très excellent dans notre communauté. Donc, prière simplement de déjà vous connecter, parce qu'aujourd'hui, on reçoit M. Philippe Simo d'Investir au pays. Donc, connectez-vous, et surtout préparez vos questions, parce que c'est quelqu'un qui a un parcours inspirant, qui va nous partager aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on va vraiment passer un moment agréable avec lui. Donc, partagez afin qu'on soit nombreux aujourd'hui pour profiter de son expérience. Donc, sur ce, en fait, on est parti, en fait. Voilà. Donc, voilà. Salut Philippe. Salut Warren, ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va, merci. Ok, cool. Ben déjà, je te remercie de nous avoir fait l'honneur de venir à Guerrier Mental pour nous partager ton parcours. Parce que c'est moi qui suis content de l'invitation, ça fait toujours plaisir. Très bien, cool. Ben écoute, on reste convaincu que tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, donc du coup, on va vraiment accélérer par rapport au fait que tu as des obligations. Alors, premièrement comme ça, la première question que je vais te poser d'entrée de jeu, c'est qui est Philippe Simo pour les gens qui ne te connaissent pas? Ou du moins les gens qui ne te connaissent pas encore? Pour dire très simplement, Philippe Simo, c'est juste un entrepreneur qui est passionné d'Afrique, qui a à cœur de voir les choses changer sur le continent et qui veut juste faire partie de la solution. Et donc, c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, au fil du temps, j'essaie à mon niveau de me déployer pour être acteur de changement. Parce qu'on veut tous finalement que le changement se produise sur le continent. Mais on ne s'engage pas forcément tous. Et moi, j'ai décidé justement de m'engager à 100% dans ce truc-là afin d'être quelqu'un qui va, à son niveau, contribuer à changer l'histoire. Ok, très bien. En termes d'engagement, justement, on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses sur ton parcours également on veut carrément comprendre. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre ça avec toi. Alors, déjà, pour commencer également, dans quel environnement grandit Philippe? C'est-à-dire, au-delà du fait que tu es d'origine camerounaise, c'est clair, on l'a tous connu. Mais maintenant, dans quel environnement tu grandis, en fait, ton enfance au pays et ensuite, comment ça se passe pour toi dans l'enfance, en fait? Moi, j'ai grandi dans une famille africaine assez classique, de famille plutôt modeste. J'ai pas grandi dans un milieu riche, pas du tout. Mais mes parents se sont toujours battus pour qu'on ait de quoi subvenir à nos besoins. J'ai grandi avec 3 frères et sœurs, sans compter tous les autres enfants de la famille qu'on avait à la maison. Donc, ça fait que j'ai grandi dans une famille avec beaucoup d'enfants. Il y a toujours eu des enfants à la maison. Et donc, j'étais plutôt un enfant assez turbulent, comme j'aime souvent le rappeler. J'étais vraiment le genre d'enfant qui sortait beaucoup et qui était très souvent puni, justement parce qu'il sortait. Mais j'ai toujours, on va dire du point de vue académique, j'ai pas été un excellent élève, mais j'étais pas le pire. C'est-à-dire que je parvenais quand même à valider mes classes et aller de l'avant, quoi. Mais sans plus. Quelqu'un, je pense, de très, très jovial. J'ai toujours été le genre de gars qui aime beaucoup rigoler, qui aime beaucoup faire les blagues. Et je pense que il y a une des traces de ça jusqu'aujourd'hui. Et puis fondamentalement, c'est un peu ça, quoi. Ouais, j'ai pas mal déménagé dans mon enfance aussi. Ça a fait que j'ai connu pas mal de coins de la ville de Douala, parce que j'ai vraiment grandi à Douala. Et puis après, la vie a fait que je vienne faire mon cycle d'ingénieur en France pour être ingénieur industriel. Et suite à mes études, j'ai commencé à travailler simplement en France, quoi. Ok, très bien. Mais maintenant, quand même, par rapport à cette phase-là où tu arrives en France, parce qu'il y a quelque chose qu'on a découvert quand même, c'est que tu as quand même un parcours assez exceptionnel, c'est-à-dire quand tu finis tes études, je veux vraiment que tu reviennes là-dessus, c'est que quand tu finis tes études,
ton père va te donner des conseils qui vont clairement changer ta trajectoire. C'est-à-dire, déjà, moi, j'ai comme envie de te poser la question de savoir, tu arrives en France, un pays là où il y a les Blancs. C'est-à-dire, tu ne suis pas la tendance, mais tu restes focalisé sur tes objectifs à atteindre. Comment est-ce que tu gères ça, en fait? Comment est-ce que tu gères la pression, en fait? Non, j'avoue qu'au début, ce qui m'a le plus perturbé, dérangé, c'était le fait d'être seul. C'est-à-dire que quand tu, euh, quand tu as grandi, comme je disais tout à l'heure, dans une famille dans laquelle il y avait beaucoup d'enfants, ça fait très bizarre d'arriver et d'être seul dans un appartement. Clairement, faut se dire la vérité. Ça fait très bizarre. Et donc oui, moi, c'était un peu difficile au début d'être dans un pays parce que c'est clairement, ça n'a rien à voir. D'une maison où il y a beaucoup d'enfants, une maison où tu es totalement seul. Là où tu te retrouves le soir avec pas du tout d'ambiance, c'est toi qui dois créer l'ambiance, c'est pas du tout évident. Donc on va dire que mes débuts en France n'étaient pas très aisés. J'ai même pensé à plusieurs reprises, comme beaucoup de personnes, à rentrer au pays. Tellement c'était compliqué pour moi quand je suis arrivé en France. Mais on va dire qu'après, je me suis trouvé une mission, justement, en me disant, OK, tu es là pour un temps, tu es venu ici pour faire quelque chose de précis, travaille à cela, et quand tu auras terminé, tu pourras partir là où tu veux. Ouais. C'est un peu ça que je me suis dit, en fait. OK. Et qu'est-ce qui te motive à prendre la filière de devenir ingénieur industriel? Ben, tu vois, j'étais déjà un peu porté à l'époque par des idées de révolution en Afrique parce que je me suis dit, ce dont l'Afrique a besoin, c'est de s'industrialiser. Et je suis allé pour faire des études qui allaient me permettre de comprendre comment faire de l'industrialisation. D'où le fait d'être ingénieur industriel, en fait. Je partais du principe que c'est le savoir qui nous manque beaucoup en Afrique. Et ce serait dommage de ne pas soi-même contribuer à apporter une pierre à l'édifice, quoi. Exact. Très bien. Alors, quand tu arrives et que tu termines tes études, c'est-à-dire quand tu rentres dans le salariat et que tu commences à travailler, c'est-à-dire dans les différentes compagnies que tu as travaillé en qualité de salariat, quelles sont tes plus belles expériences? Bonne question. Alors, je suis juste en train de partager aussi ton live sur quelques-unes des plateformes pour que les gens viennent y assister, pour ceux qui veulent bien évidemment m'entendre comme étant ton invité. OK, tout à fait. Ça. Donc, OK. Donc, excuse-moi. C'est bon, c'est partagé. C'était quoi ta question, du coup? Ouais, la question, c'était en qualité de quand tu commences à travailler, quels sont tes plus beaux souvenirs en qualité de salarié, en fait? Si on avait. J'ai travaillé sur des projets quand même assez ambitieux, comme j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'énergie, pétrole et gaz. Et donc, ça m'a permis de voyager, de découvrir des industries assez pointues et assez rigoureuses parce que le pétrole, c'est bien. Le nucléaire, c'est encore beaucoup plus exigeant. Donc, le fait de baigner dans des industries dans lesquelles tu traites des sujets de plusieurs milliards de dollars, ça a contribué, je pense, à décomplexifier un peu l'argent pour moi. Ouais. C'est-à-dire que se rendre compte que, je veux dire, je traitais, j'étais dans l'un de mes jobs, j'étais acheteur industriel. Donc, j'achetais des pompes, des vannes qui coûtaient plusieurs millions d'euros. C'est-à-dire, je me retrouvais à discuter avec des fournisseurs en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, au Mexique. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience parce qu'elles m'ont fait voyager justement. Elles m'ont fait voyager un peu partout. Je suis allé au Mexique. Je n'aurais jamais pensé aller au Mexique. Hein. Ouais. Je suis allé au Mexique pour le boulot. J'ai découvert une culture qui n'a rien à voir avec tout ce que j'avais pu voir auparavant. Au Mexique, par exemple, j'étais le seul noir de la ville. Je suis allé dans une ville comme Morelia. À Morelia, des gens s'arrêtaient en route dans leur véhicule pour me voir passer. Waouh! Il y a même des gens qui sont venus une fois pour me toucher. Waouh! C'est te dire à quel point c'est incroyable. D'autres sont venus me parler pour savoir si je parlais comme que...
Wow. Donc tout ça, ça m'a, tout ça m'a donné une autre perspective, une autre vision des choses en fait, clairement. Ouais, ouais. Mais quand même, en finissant tes études, tu as quand même eu un moment là où tu es parti au Brésil. Est-ce que tu peux un peu nous partager un peu ton moment là-bas en fait? Comment ça Ouais, a je suis été? allé au Brésil pour faire un MBA, simplement, parce que mon école avait un partenariat, je ne sais pas si le partenariat existe toujours, avec l'UFP, l'Université fédérale du Paraná, au Brésil, à Curitiba, pour être plus précis. Et donc, à l'époque, je m'étais posé la question, parce que tu vois une fois de plus comment mon mindset était déjà à cette époque-là. On avait la possibilité d'aller dans d'aller à New York, d'aller au Canada, et beaucoup de mes camarades allaient dans ces universités-là. Mais moi, je m'étais dit, est-ce que c'est pertinent pour moi d'aller à New York pour aller faire une filière un peu bateau, sachant que ça ne coïncide pas vraiment avec mon projet professionnel. Ouais. J'ai regardé les écoles partenaires et les programmes qu'on avait. Je me suis dit, le Brésil, c'est un pays middle. C'est-à-dire, ils sont dans ce qu'on appelle comment on appelle les pays émergents, là, avec le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, les BRICS. Okay. Voilà. Le Brésil fait partie des BRICS. Et c'est peut-être un des pays qui est dans la transition entre là où l'Afrique est aujourd'hui et là où elle doit être demain. Donc, à partir de là, je me suis dit, OK, je vais aller au Brésil pour me former parce qu'au moins, en allant au Brésil, je vais pouvoir trouver un contexte pas très éloigné de celui de l'Afrique. Et donc, du coup, effectivement, j'ai décidé d'aller au Brésil pour faire un partenariat avec un programme de MBA en supply chain, ce qui me permettait de compléter mon diplôme d'ingénieur industriel avec un MBA en management de supply chain. Et le Brésil, ça a été une expérience unique. Ce pays est exceptionnel. La culture, voilà des gens qui sont plus chaleureux que les Africains. Au Brésil, tu marches dans la rue, quelqu'un qui ne te connaît pas vient et il t'embrasse. Clairement, hein, très, très naturellement, les gens sont très joviaux, les gens sont très sympathiques. Et moi, ça m'a beaucoup marqué de tomber dans ce genre d'ambiance-là. Ouais. Et donc, du coup, oui. Et puis, c'était un endroit, bien évidemment, au niveau de la bouffe, waouh. J'ai mangé des fruits au Brésil que je n'ai plus jamais vu de ma vie ailleurs. Wow. C'est te dire, j'ai mangé des trucs là-bas que je n'ai vu nulle part ailleurs. J'ai découvert la feijoada, j'ai découvert tellement les churrascaria, tellement de concepts même qu'il n'y a pas du tout en Europe, même dans le business. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand tu fais du business, c'est bien de voyager. J'ai découvert des concepts là-bas qu'il n'y a pas ici, enfin pas en Afrique du tout, et qui peut-être peuvent cartonner, quoi. Donc moi, je garde un très très bon souvenir de ce pays. Pays de la fête. Moi, je suis pas un grand fêtard, mais c'est vraiment le pays de la fête, quoi. Et les gars qui aiment les filles et tout, il y en a à tous les carrefours, quoi. Les unes plus. Et c'est un pays où tu as un gros brassage culturel. Et tu retrouves là-bas des métissages que tu n'as pas l'habitude de voir. J'ai vu des ruisseaux japonaises. Tu imagines russe japonais, le mélange. Des mélanges, tu n'imagines pas du tout, quoi. Voilà, c'est. Mais bon, j'étais triste de partir du Brésil parce que c'est aussi un pays touristique, au potentiel touristique époustouflant. Tu vois des lacs tellement propres, tu vois le fond du lac, tout est propre dedans. Mais bon, voilà, je me suis promis que je retournerai au Brésil tôt ou tard pour continuer mon périple que j'avais interrompu là-bas. Yes. Non, tout à fait. Mais maintenant, en fait, quand tu termines comme ça et que tu commences à travailler, alors, là, maintenant, on va essayer un peu de rentrer de façon progressive. C'est-à-dire, comment a été ta rencontre avec l'entrepreneuriat, en fait? Non, moi, j'ai toujours vécu dans une famille d'entrepreneurs. Ma mère a été quelqu'un qui a toujours été une sorte de commerçante. C'est-à-dire, ma mère, depuis que je suis né, j'ai jamais vu ma mère travailler dans un bureau. Jamais. Elle a toujours été quelqu'un qui se battait pour faire son commerce, son restaurant, sa boutique. Le commerce de la friperie acheté en Europe, ramené en Afrique. Ma mère a toujours été dans le commerce, dans le business, toujours. Donc, c'est pas quelque chose qui était surprenant pour moi. J'ai grandi avec une maman entrepreneur. Une maman qui pouvait dormir le soir avec le stress de ne pas savoir ce qu'on va manger le lendemain. Et le lendemain, aller se battre pour nous ramener à manger à la maison. Donc, j'ai toujours été dans cette ambiance-là. Wow, très bien. Les amis. Ça contribue à te façonner, je pense.
Exactement, exact. Les amis, mettez-nous des likes, hein. On a un déficit de likes, on est assez quand même nombreux. On reçoit quand même une star dans la communauté, attention quand même. Mettez-nous des likes, attention. Hein, parce que ça aussi, il faut le dire. La dernière fois, tu as fait une émission là où tu parlais de ça, c'est-à-dire que moi, je pense que dans notre communauté, le problème, c'est que on a cette manie simplement de donner du crédit aux gens que quand les gens partent. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire, c'est là où on vient là, on fait des grands témoignages, on fait des grands posts, alors que ces posts-là, on n'a pas besoin de ça quand la personne est partie, tu vois. Et moi, je ne vais pas te mentir, pour être sincère avec toi, moi, quelque part, tu es un mentor pour moi. Est-ce que tu vois un peu? Parce que tu as ton parcours. En fait, on va évoluer dans l'interview, tu vas comprendre ce que je veux dire, en fait. Voilà, je préfère, voilà. Le truc, c'est que euh, quand tu nous racontes souvent ton histoire à travers tes vidéos, il y a quelque chose que tu dis souvent, c'est-à-dire, il y a une rencontre que tu as fait en qualité de salarié avec quelqu'un qui a changé, c'est-à-dire qui a changé clairement ta façon, c'est-à-dire le fait que tu te sois lancé. Est-ce que tu peux nous parler de cette personne-là? Et aussi, quelque part, est-ce qu'il y a moyen que tu fasses une interview avec lui dans la chaîne? Parce que Je lui avais proposé de faire une interview dans les débuts de la chaîne et il était d'accord. C'est juste que les agendas ont fait que ça n'a pas pu être possible. Mais à l'occasion, je vais lui redemander. Il s'appelle Pierre. Je ne donnerai pas son nom de famille, mais c'est Pierre, oui. Alors en fait, si tu veux, il faut replacer les choses dans leur contexte. Pierre m'a trouvé un moment de ma vie dans lequel j'étais en plein questionnement. Et je pense que c'est le moment dans lequel beaucoup d'entre nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire un moment dans lequel tu veux faire les choses pour l'Afrique, tu veux faire des choses là-bas, mais soit tu ne sais pas quel est le prochain pas à faire, soit tu n'as pas le courage de te lancer, même si tu sais déjà quel est le prochain pas. J'étais un peu dans cette phase-là. Le gars qui parle tout le temps d'Afrique, le gars qui se révolte par rapport à ce que Areva et les autres peuvent faire en Afrique, mais concrètement, dans son quotidien, il fait un petit business ici, il fait un petit business là-bas, mais il n'a pas franchi le grand pas. Il n'a pas fait le grand pas. Ouais, donc, moi, j'ai un ami à moi, un ami commun avec Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui a fait la même école d'ingénieur que moi. Et un de ses promotionnaires, parce qu'il avait fait l'école d'ingénieur avant moi, il était d'une promotion avant la mienne. Et quand moi, j'arrivais à l'école, en fait, Pierre en partait. Il partait de l'école. Et quand j'arrive donc à l'école d'ingénieur, Pierre, je commence à travailler dans quelques années après. C'est un gars dont j'entends souvent parler parce que tu veux, c'était le gars qui était devenu entrepreneur. Donc forcément, tu as une légende sur Pierre. C'est-à-dire, tu entends parler de Pierre. Et puis un jour, donc, mon pote à moi, Eliezer, me dit, écoute, toi qui parles tout le temps d'entrepreneuriat et tout et d'Afrique, je vais te présenter un gars. Il s'appelle Pierre et je pense qu'il peut t'aider à répondre à certaines questions. Tu veux gagner plus d'argent et tout. J'ai dit, bon, ok. À l'époque, je bossais chez Areva, à la Défense. Mon pote bossait à la Défense et Pierre était en mission à la Défense. Donc, il décide de nous organiser un repas, un dîner, un déjeuner à midi. Et il me dit, de toute façon, en plus, ce qui est bien avec Pierre, c'est qu'à chaque fois que tu vas manger avec Pierre, c'est Pierre qui paie. Wow. Le gars, il avait déjà sa réputation, quoi. Quand tu viens manger avec lui, c'est lui qui paie. Malheureusement pour moi, ce midi-là, à l'heure du rendez-vous, juste quand je veux sortir, mon boss arrive. Et il me dit, non, il faut que tu me fasses un truc urgemment. Ce qui n'a pas l'habitude d'arriver, c'est pas le genre de boss qui te bloque au bureau. Donc, c'est tellement rare que le jour où ça arrive, tu peux pas dire non. Donc, du coup, je décide de faire ce que mon boss me demande. Et pendant ce temps, donc, les autres vont déjeuner. Et quand je finis, ils ont terminé de manger. J'arrive pour le café. Et quand j'arrive pour le café, Pierre me demande, tu veux quelque chose? Et il dit non, merci. Il me dit, mais tu veux prendre même un dessert? Je dis non, merci. Bon, ok, d'accord. Donc, du coup, ils finissent de prendre leur café et Pierre fait honneur à sa réputation. Il va à la caisse et il paye pour tout le monde. Donc, maintenant, sur le chemin du retour, on a eu pratiquement 2 kilomètres entre le restaurant et le parvis de la Défense. Et donc, sur le chemin, j'assiste à une conversation qui est hilarante. J'entends Pierre parler avec Eliezer qui est son camarade de promo. Pierre lui parle d'un poste auquel il recrute. Et je crois qu'il avait dit à l'époque que le poste était à 60 000 € l'année. Et je suis très surpris de voir l'enthousiasme de mon pote Eliezer qui dit, ouais, dès que je retourne au bureau, je t'envoie mon CV.
Et là, j'ai l'impression d'assister à quelque chose de pas normal. Je me dis, mais attends, les deux là, ils ont le même diplôme. Ils ont fait la même école. Ils sont quasiment de la même promo. D'ailleurs, Eliezer même est beaucoup plus qualifié parce qu'après avoir fait l'école, Eliezer est allé au Canada. Il s'est formé au Canada. Il est revenu en France. Il a fait l'ESSEC, l'une des meilleures écoles business school de France. Et voilà un gars qui est en train de vouloir le recruter. C'est pas normal. Je m'approche et à ce moment-là, j'interviens. Je me dis, ah non, non, non. Le Pierre, là, il doit être intéressant quand même. Comment il fait pour recruter ses camarades de classe quelques années à peine après être sorti de l'école? Et donc, je discute avec Pierre. Et Pierre me fait comprendre quelque chose de très important à ce moment-là. Il me dit, mais tu sais, Philippe, c'est juste une question de courage, en fait. Tu as largement ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir. Largement. De salarié à indépendant, parce que Pierre était devenu consultant indépendant et il avait créé sa boîte. Donc maintenant, il recrutait des consultants aussi. Il me dit, de salarié à consultant, c'est juste un pas. Mais c'est le pas du courage. Mathématiquement, tout démontre que consultant, c'est mieux. Parce qu'en quelques mois, tu te fais ton salaire annuel. Mais beaucoup de gens ont peur de se lancer. Cet argument-là déjà me touche parce que tu te rends compte qu'en fait, de manière rationnelle, tu n'as pas de crainte à avoir. Ouais. Mais il va maintenant sur les arguments émotionnels. Et il me dit, mais tu sais, nous venons d'Afrique. Et les gens comme toi et moi représentons ce qu'on peut considérer comme l'élite de nos pays. Et il me fait une analogie très simple. Que fait l'élite en France? L'élite en France est en train de changer le monde. Les gars créent des boîtes, ils créent des applications, ils sont dans la fintech. Ici, les gars, ils font des choses révolutionnaires. Et qu'est-ce que nous, on fait? Nous, l'élite africaine. On se bat pour avoir 2000, 2500, 3000 euros. C'était comme une claque. Parce que je réalisais à quel point il y avait un gros déphasage. Or, quand on était en école d'ingé, on n'était pas moins bon que les autres. Au contraire. Mais comment se fait-il qu'à la sortie d'école, les trajectoires soient si différentes? Pendant que les uns se positionnent pour changer leur pays et le monde, nous, on se positionne pour se battre pour avoir des revenus intermédiaires. Ça m'a beaucoup secoué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plus à ma place dans mon boulot. Il fallait que je sorte de là. Donc, quand je me suis séparé de lui, je suis arrivé à mon bureau. J'ai appelé mon épouse pour lui dire que j'allais démissionner. Et la minute d'après, j'ai appelé ma société pour leur dire je démissionne. Wow. Directement. Et ça, c'est ce qui manque souvent à certaines personnes. Les gens, parfois, je trouve que les gens réfléchissent trop. Parfois, quand tu es dans un momentum, il faut te lancer. Quand tu as pris la peine de vérifier que certains éléments sont disponibles pour que tu te lances, il faut se lancer. Et il faut oser faire le pas qui va t'empêcher de reculer. Parce qu'en appelant ma boîte et en disant je démissionne, j'avais posé un pas qu'il était difficile d'annuler. Je m'étais déjà mis dans le bain, quoi. Et après, l'histoire s'est enchaînée. J'ai fini par démissionner, me mettre à mon propre compte. Mais je pense que chacun de nous a parfois besoin de ce déclic-là. Ce truc qui va faire que boum, tu sautes le pas. Ce truc qui va faire que boum, tu te dis ok, maintenant je suis prêt. C'est mon tour. C'est le moment pour moi de sortir de la zone de confort et d'y aller. Ouais, exactement, exact. Mais le truc, c'est que tu sais, tu viens de dire quelque chose d'important, c'est-à-dire que c'est le fait même que tu avais déjà donné ta démission qui t'a donné le courage clairement de te lancer. Parce que si tu étais encore dans le niveau là où je projette le faire, je vais d'abord y penser, quelque part, ça t'aurait peut-être freiné quelque part aussi. Je n'ai pas compris ta question. Oui, je dis en fait, le fait que tu aies décidé clairement d'appeler, de dire que tu donnes ta démission, ça t'a donné un courage extraordinaire déjà de t'engager à aller au-delà en fait. Alors que si tu étais resté au niveau là où tu te disais, bon ok, tu m'as donné une très belle information, je vais y réfléchir, je vais y penser, c'est là où souvent beaucoup de personnes… C'est ça la différence. Ouais. C'est ça la différence. Et parfois les gens me demandent pourquoi est-ce que je fais mes formations à un certain prix. L'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais l'une des raisons pour lesquelles mes formations ont un certain prix, je ne trouve même pas que ce soit cher, c'est parce que je veux que quand quelqu'un prenne ma formation, il a fait un tel pas de foi qu'il ne peut ne pas l'appliquer. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, le truc qui te coûte 50 euros, 100 euros, à la limite, tu t'en fous. Le truc qui te coûte 2000 balles, avant de les sortir, tu réfléchis. Et quand tu as sorti 2000 balles pour quelque chose, eh bien, il faut que ces 2000 balles-là soient rentabilisées. Donc, tu vas faire tout ce qu'il faut pour que tes 2000 balles te rapportent quelque chose en retour.
Donc, bien sûr. il faut mettre les gens dans une position d'inconfort. Yeah. Clairement. Exact. Oui, parce que dépenser autant d'argent, ça fait mal au cœur. Donc, si tu ne rentabilises pas, c'est voilà, c'est pas évident, bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Alors, après tout cela, tu décides de devenir indépendant. C'est-à-dire, clairement, en qualité d'indépendant, comme tu nous as toujours si bien raconté dans tes vidéos, c'est que tu commences pas mal à bien gagner de l'argent de façon conséquente. Mais qu'est-ce qui te... En fait, on réalise dans ton parcours qu'il y a quand même encore une fin qui n'est pas expliquée, en fait. C'est-à-dire, tu as toujours ce sentiment de vouloir plus. Comment est-ce que tu expliques ça, en fait? Parce que, clairement, beaucoup de personnes auraient pu se dire que, OK, aujourd'hui, je suis indépendant, moi, je reste là. Il y a toute cette peur-là de toujours... Parce que quand on sort d'une zone de confort, on se sent un peu bien là, parce qu'on réalise que, oh, en devenant indépendant, mais je gagne bien. Mais toi, on réalise dans ton parcours qu'il y a toujours ce côté-là où tu n'es pas satisfait de ce que tu as déjà. Comment est-ce que tu expliques ça, en fait? Ben, en fait, je pense que c'est une question de potentiel. L'être humain, c'est un éternel insatisfait. Et moi, je suis quelqu'un qui essaie simplement, dans mon aventure ici sur cette planète, de découvrir le maximum de mon potentiel. Et je pense que l'une des choses les plus tristes par laquelle un être humain puisse passer, c'est de mourir sans jamais savoir tout ce dont il était capable. Et c'est le drame de beaucoup de vies. Très peu de personnes découvrent la totalité de leur génie. Yeah. Très peu de personnes. Et moi, s'il y a quelque chose que je n'ai pas envie d'avoir comme regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir tenté des choses. Il se trouve que je suis quelqu'un qui a un peu ce qu'on appelle un multipotentiel dans le jargon. Donc, je suis quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Et je suis très frustré quand je ne fais qu'une chose. Je suis très frustré. C'est aussi pour ça que tu vas voir que je fais plusieurs business dans plusieurs secteurs différents. Parce que c'est comme ça que je suis épanoui, en fait. Et je me suis toujours dit, tu vois l'adage de Mark Twain qui disait, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Wow. Et je veux vraiment être dans cette logique dans ma vie, de faire autant que je puisse faire, quitte à franchir des impossibilités. Wow. Tellement vrai. Ouais. Ouais. Tellement vrai. Wow. Tu nous laisses vraiment. Aujourd'hui, là, tu vas nous laisser avec la tête remplie de choses excellentes. Ça veut dire que, les amis, aujourd'hui, si après, déjà, avec tout le contenu que Philippe donne de façon régulière tout le temps, mais en même temps, si après ça, il y a tous des gens qui ne lancent pas leur business, les amis, c'est que vous êtes en train de rater beaucoup de choses. En tout cas, nous, on a déjà lancé, et c'est même grâce à Philippe qu'on a lancé beaucoup de nos choses ici déjà. Alors, comment est investir au pays? C'est-à-dire l'entreprise actuellement qui fait en même temps la joie de la communauté, mais en même temps qui fait aussi couler beaucoup d'encre et de salive. Comment est l'aventure investir au pays? L'aventure au pays, l'aventure, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. S'il y a quelqu'un à remercier pour ça, c'est ma femme. Hein. C'est à ma femme qu'il faut dire merci pour ce projet-là, parce que de ma position d'indépendant, je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner beaucoup plus d'argent. Je me suis rendu compte que j'avais des potes qui gagnaient 3 000 € alors qu'ils pouvaient en gagner 10, 12, 15. Simplement parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne forme de société. Parce qu'il faut bien savoir qu'en étant indépendant, je faisais le même travail que je faisais avant. C'est juste mes revenus qui avaient énormément augmenté. Donc, et c'est le cas de beaucoup de gens. Donc, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider le maximum de personnes à devenir indépendants? Les amis, likez, s'il vous plaît, que la sorcellerie sorte de vos vies. Laissez la sorcellerie sortir de vos vies. J'imagine que c'est juste un oubli. Donc, s'il vous plaît, likez. Les amis, likez, prenez-nous les likes, les amis, et abonnez-vous, likez, abonnez-vous, partagez. Aujourd'hui, Monsieur Philippe Simon nous donne des pépites qui vont transformer la jeunesse africaine. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, vous ne likez pas, les amis. Partagez, faites bénéficier le plus grand nombre. Alors, oui, tu n'avais pas terminé, développe, tu n'avais pas terminé, vas-y. Oui, donc je disais, en fait, je me suis rendu compte que, alors en parallèle, quand j'ai commencé à être indépendant, comme j'avais un pouvoir financier beaucoup plus important, j'ai accéléré mes projets en Afrique. Mon projet de ferme, mes projets d'acquisition de terrain, mes projets d'immobilier. Tout ce que je faisais en Afrique a été un peu accéléré avec l'argent que je commençais à gagner à ce moment-là. Et
ça a commencé à susciter beaucoup de curiosité autour de moi. Mhm. Chaque fois qu'un pote me voyait, il me posait des questions. Mais comment tu fais pour faire de l'élevage de poulets alors que tu es en France? Comment tu fais pour acheter des terrains sans te faire arnaquer au pays? Je me suis rendu compte que les gens me posaient de plus en plus de questions. Et moi, je leur disais toujours, mais je peux faire ça parce que je suis devenu indépendant. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à augmenter moi-même mon savoir en termes de business et à prendre des formations. Et je me suis rendu compte que quand on veut gagner de l'argent, il y a 4 gros piliers d'enrichissement. Il y a la bourse, il y a l'immobilier, il y a les business classiques et il y a les business en ligne. Je me suis rendu compte que j'étais déjà dans tout ce qui était business classique au pays. J'étais dans tout ce qui était immobilier parce que j'avais commencé à faire de l'immobilier en France. Par contre, je n'étais pas du tout dans ce qui était bourse ni business en ligne. Donc, dans le souci d'avoir un business en ligne, je me suis rendu compte que l'un des meilleurs business et avec le plus de potentiel, c'était l'infopreneuriat. Faire des formations à vendre. Mhm. Il fallait par contre déterminer la niche dans laquelle je devais me lancer. Et du coup, je me suis dit, mais vers quelle thématique donc me tourner pour pouvoir faire des formations? Et au début, je voulais me lancer dans l'information pour apprendre aux gens comment devenir indépendant. C'était ça l'idée que j'avais à la base. Mhm. Et c'est mon épouse qui m'a dit, mais non, ne va pas là-dedans. Ne va pas là-dedans. Elle m'a dit, mais regarde, quels sont les sujets pour lesquels les gens viennent naturellement vers toi? Naturellement, ce que tu fais dans ta vie et qui intéresse beaucoup de gens, ce sont tes business en Afrique. Ce n'est pas ton histoire d'indépendant là. Les gens sont naturellement intéressés par tes projets en Afrique. Donc, je pense que si tu ramènes ça sur la toile en expliquant les motivations que tu as, et bien à ce moment-là, tu peux faire quelque chose d'intéressant. Et voilà comment l'idée de partir sur investir au pays est née. Waouh. Mais tu sais, ce que tu es en train de nous dire là ce soir, est-ce que tu te... Moi, je sais pas, mais ta femme est un génie en fait en puissance, man. Visionnaire. Non, mais franchement, c'est-à-dire, elle a une lecture du business là. C'est-à-dire que, tu vois, toi, tu étais dans le sens là où toi, tu voulais simplement donner des informations par rapport à ce que toi, tu savais déjà le mieux, mais alors que elle a su voir ce côté-là même que toi, tu ne réalisais même pas, en fait. Waouh. En fait, c'est ça. Moi, je voulais faire des formations pour vendre des trucs. Et elle m'a fait comprendre que Philippe, tu vas gagner un peu d'argent, mais tu ne vas pas changer de vie. Tu n'auras pas d'impact. Si tu vas sur le truc d'investir au pays, là, tu peux vraiment changer le continent. Waouh. 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 Juste excellent. Alors, on a une question ici. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec la chaîne principale Investir au pays? Pourquoi passer dans un tiers s'il n'y a pas... Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, Philippe Simon est mon invité. Hein, Investir au pays existe toujours. Donc, voilà, c'est un mentor pour moi. Il me fait l'honneur de venir partager son parcours sur ma chaîne. Investir au pays est toujours là et elle est toujours aussi suprême dans la communauté. On aura un live pimenté ce soir. Là. Ok, cool, voilà. Alors, mais quand même, alors, c'est vrai que récemment, elle était là et là, tu disais que madame aussi a lancé son business. Mais quand même, Philippe, j'ai envie quand même de te poser la question de savoir, tu l'invites quand dans la chaîne pour nous faire une interview avec elle, man? Parce que, attends, elle est quand même... Le jour où je l'invite, la chaîne va fermer. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux, mais le jour où tu vas voir ma femme sur Internet à mes côtés, c'est le jour, ce sera la dernière vidéo de la chaîne, tu vois. Ah, ça, ok, d'accord. Wow, non, elle n'est pas du tout. En fait, en réalité, on est des gens très discrets. Hein. Beaucoup de gens pensent que parce que je fais des vidéos sur Internet, dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très, très, très discret. C'est Internet qui me force à venir sur Internet et à parler des choses de ma vie. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens qui me connaissent même sont très surpris d'apprendre certaines choses de ma vie au travers des vidéos. Parce que je suis quelqu'un de vraiment très discret dans la vie de tous les jours. Et mon épouse et moi, on est des gens qui ne nous affichons pas du tout. On est vraiment pour le vivre caché pour vivre heureux, quoi. Et donc, Internet me pousse à me dévoiler, à aller un peu, parler un peu plus de moi. Mais je n'irai pas plus que ce qui est nécessaire, quoi. Ouais. Mais quand même, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que aujourd'hui, tu es dans les réseaux sociaux, mais en même temps, je pense quelque part, c'est quelque part un peu le défaut de notre communauté. Et je réalise que c'est bien que toi, tu aies rectifié ça à temps. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que il y a beaucoup de personnes, ils ont des choses à partager et ils ont même beaucoup de choses à impacter dans la communauté. Mais il y a ce côté de distraction,
le fait que je suis distrait, je veux pas trop m'afficher. Parfois aussi, le fait de s'afficher ne veut pas forcément dire que tu veux jouer les malins, en fait. Mais ça veut simplement dire que tu peux apporter la valeur dans la vie des gens comme toi tu le fais. C'est-à-dire que tu utilises vraiment les réseaux sociaux, pas pour t'afficher, mais vraiment pour apporter ton expérience et apporter de la valeur dans la vie des gens, en fait. Et vraiment, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Très, très intéressant. Voilà. Alors, investir au pays, clairement, aujourd'hui, investir au pays, quels sont les différents secteurs dans lesquels opère investir au pays actuellement? Alors, il faut savoir qu'investir au pays, la finalité a toujours été de réconcilier la diaspora et l'Afrique. Mon objectif, c'est de former des entrepreneurs et de les accompagner dans un second temps. Ce qui fait que dans les premières années d'existence d'Investir au pays, on s'est focalisé à faire beaucoup de formations. Formations qui ont pour but de donner des outils aux entrepreneurs pour gagner davantage d'argent. Ces formations sont toujours disponibles sur notre site. Mais dans un second temps, on s'est rendu compte que c'était bien de former les gens, mais c'était mieux de les accompagner dans l'exécution de leur projet au pays. Parce que beaucoup de gens, par exemple, savent aujourd'hui comment lancer un élevage de poulets, mais ils ne le lancent parce qu'ils n'ont pas des partenaires sérieux pour le faire au pays. Et donc, on s'est dit, dans la deuxième phase d'investir au pays, donc, on va aller s'installer en Afrique pour pouvoir devenir le bras armé de cette diaspora pour réaliser ses projets au pays. Donc, aujourd'hui, Investir au pays, c'est une société qui fait de la formation. Ça c'est Investir au pays France. Mais on a des sociétés en Afrique, notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire, qui exécutent des projets. Donc, par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un de la diaspora veut construire, et on a de plus en plus de clients de la diaspora qui veulent construire au travers de nous, on va construire leurs maisons, on va construire leurs appartements, on va construire leurs immeubles pour faire de la location. On va gérer des biens, c'est-à-dire que, par exemple, on fait aussi tout ce qui va être gestion. Si quelqu'un a un bien et qu'il est mal géré, on peut bien le gérer pour lui. Si quelqu'un a une société et que sa société est mal gérée, on peut améliorer la gestion de sa société. Si quelqu'un a un chantier, par exemple, qu'il a déjà engagé, on peut suivre son chantier pour lui, pour bien l'amener à la fin. Donc, on veut vraiment être cet intermédiaire qui va réaliser pour la diaspora ce qu'elle veut faire sur place. On le fait aussi dans le domaine agricole. Il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui veulent lancer un élevage, qui veulent lancer un business dans la vie business. On veut être cette société qui les accompagne. En parallèle de ça, donc, on le fait pour nous-mêmes. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens vont te confier leur construction? Parce qu'ils voient que tu sais construire. Pourquoi les gens vont te confier leur ferme? Parce qu'ils voient que tu gères ta propre ferme. On est donc dans la logique de montrer ce que nous-mêmes on fait déjà pour nous-mêmes, afin de rassurer éventuellement quelques personnes qui douteraient, ou alors des Thomas qui veulent toujours voir pour croire, pour les mettre en confiance, afin que ces personnes-là puissent nous confier à leur tour leur propre projet pour qu'on les exécute et qu'on les réalise pour eux. Donc, fondamentalement, c'est un peu ça. Investir au pays forme des entrepreneurs et accompagne. Très bien, très bien. Alors, toi qui aujourd'hui, quelqu'un qui excelle de plus en plus dans l'infoprenariat, quelle est la place de la vente dans ton business et comment devenir un bon vendeur d'après Philippe Simon? La vente, c'est le cœur de tout. Si tu ne sais pas vendre, il faut que tu rentres au quartier. Et ce qui est drôle avec l'infoprenariat, c'est le niveau d'incompréhension que certaines personnes ont dans la communauté. Mais c'est comme tout. Quand tu es pionnier dans un domaine, tu es en train d'amener une révolution. Et cette révolution, on va la conduire jusqu'au bout. L'infoprenariat, c'est l'avenir. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore dans la communauté ce que c'est que l'infoprenariat. Et pourtant, l'infoprenariat, ce n'est rien d'autre que vendre son savoir. Il y a des études qui ont démontré que l'industrie musicale va peser, je crois, en 2021 ou 2022, à peu près 40 milliards de dollars. Je ne sais pas si c'est 2022 ou 2025. Dans la même période, l'industrie de l'infoprenariat va peser près de 200 milliards de dollars. Wow. 4 à 5 fois l'industrie musicale. Yeah. On parle de milliards de dollars. Yeah. Et les Africains continuent à laisser ça aux autres. Sans aucun complexe, je pense que je suis probablement l'un des plus gros infopreneurs africains. Et là, je parle de francophones comme anglophones confondus. Je pense que je suis l'un des plus gros infopreneurs africains. Et ce qui va se passer demain, c'est que, comme ça se passe dans beaucoup de domaines, si les Africains ne marquent pas leur territoire,
on va se retrouver avec des compagnies américaines qui vont venir faire des formations sur l'élevage de poulets et les Africains vont acheter. Yeah. C'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Moi, je voyage beaucoup. Quand je vais à Abidjan, quand je vais à Dakar et que je veux un appartement, où est-ce que tu penses que je vais prendre cet appartement? Sur Airbnb. C'est-à-dire un gars qui est aux États-Unis te loue un appartement à Dakar, te loue un appartement à Abidjan, te loue un appartement à Cotonou depuis les États-Unis. Et ça, par contre, les Africains trouvent ça normal. Quand je vais à Abidjan, je prends un taxi course avec Yango. Yango, c'est russe. Quelqu'un est en Russie et il te fait prendre un taxi à Abidjan. Et ça, les Africains trouvent ça normal. Demain, je suis sûr que si on ne fait rien, des Américains vont créer, parce qu'ils le font déjà aujourd'hui. Il y a des formations pour à peu près tout en infopreneuriat. Des formations pour devenir développeur, des formations pour devenir photographe, vidéaste. Les Américains et les Européens sont en train de créer des formations dans tous les domaines. Mais ils n'ont pas encore touché le domaine africain. Mais je suis sûr que dans quelques années, quand ils vont se rendre compte de la manne qu'il y a là-bas, vous allez voir que des Américains vont commencer à créer des formations. Comment créer une quincaillerie? Tu rigoles, mais ça va arriver. Et les Africains vont acheter. Et là, comme ça viendra des États-Unis, il n'y aura rien à dire. Ce sera normal qu'on te vende une formation à ce prix-là. J'ai entendu des gens dire que ma formation Amazon était chère. Je la vends à 3 600 $, 3 600 €. Tu es aux États-Unis, Warren. Va regarder le prix des formations Amazon aux États-Unis. Ça commence à 5 000 $. Yeah. Ça commence à 5 000 $. Ouais. Mais les gens sont dans l'ignorance la plus absolue. Les gens ne réalisent pas que le business de l'infopreneuriat, c'est l'avenir. Parce que ce qui est puissant avec ce business, c'est que chacun d'entre nous, Warren, au moment où on parle, a déjà quelque chose qu'il peut vendre. Exact. Parce que l'infopreneuriat, ce n'est rien d'autre que vendre ton expérience et ton savoir. Il y a des femmes qui ont été violentées dans leur vie. Elles sont parvenues à s'en sortir. Et sur cette base-là, elles ont créé des formations pour expliquer aux autres femmes comment se sortir d'un couple toxique. Et ça marche. Il y a des femmes qui, il y a des hommes qui n'ont pas fait d'études et sont parvenus à apprendre un métier. Il y a des gens qui étaient peureux et aujourd'hui qui ont confiance en eux. Ouais. Ce que j'ai appris de la vie, Warren, c'est que toutes les expériences par lesquelles tu es passé, toutes ces expériences peuvent être des choses que tu vas monétiser. Toutes. Le problème, c'est juste savoir comment transformer tes expériences de vie en argent. Et c'est ça la force de l'infopreneuriat. Donc, Warren, l'infopreneuriat, c'est un business de malade. Et je conseille à tous ceux qui peuvent de se lancer massivement dans l'infopreneuriat. Voilà pourquoi je suis en train de travailler avec mon équipe à créer une plateforme ouverte d'infopreneuriat dans laquelle je vais permettre à tout le monde de venir placer ses formations. Wow. Ouais. Parce qu'il faut que les Africains quadrillent ce marché. Yeah. Ok, si tu as peut-être envie d'ouvrir un bar au pays, il faut qu'on te montre une formation pour ouvrir un bar au pays. Tu es ici, tu as peut-être envie de lancer une petite industrie de transformation des jus de fruits au pays. Il faut qu'on te fasse une formation dans ce sens. Si un Américain te fait une formation de transformation de jus, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui te fait une formation de transformation de jus au pays. Ça n'a rien à voir. Yeah. Il y a des savoirs comme ça qu'on a chez nous qui ne sont pas ramenés à la face du monde entier. Et moi, j'ai envie de ramener ça à la face du monde entier et de faire comprendre aux gens que ce n'est qu'en faisant ça qu'on va quadriller ce domaine. Et si on ne le fait pas, vu tout le potentiel qu'il y a dans l'infopreneuriat, je suis absolument convaincu que dans les 5 prochaines années, les Américains vont se positionner sur le marché africain. Yeah. Mais j'espère que quand ils vont vouloir se positionner sur le marché africain, ils vont se dire non, le marché là est déjà conquis par investir au pays, c'est plus la peine. Yeah. Tout à fait, tout à fait. Mais d'après toi, qu'est-ce qui peut justifier un tel notre retard par rapport à cela? Parce que regarde, aujourd'hui, quand tu nous parles de lancer de se lancer dans l'infopreneuriat, en tout cas, moi j'ai commencé à créer des formations que je les vends de façon progressive. Mais il y a toujours ce côté là où les gens, quand tu commences à créer des formations,
Le problème qui vient à chaque fois, c'est non, c'est trop cher. Comment est-ce que tu gères ça? C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est très faux, cette mentalité. Et il ne faut surtout pas écouter ces personnes, Warren. Parce que quand quelqu'un te dit que ta formation, elle est chère, je peux t'assurer une chose, Warren. Même si tu baisses ton prix, il ne va pas acheter. Tu m'as bien entendu? Même si tu baisses ton prix, il ne va pas acheter. En réalité, les gens essaient de se trouver des raisons de ne pas passer à l'action. Tu vois? Je te rappelle, Warren, que ma formation sur le poulet que je vends à 2400 € aujourd'hui, quand j'ai sorti une formation, ma première formation sur le poulet coûtait 197 €. Est-ce qu'ils l'ont acheté quand elle était à 197 €? Non, ils ne l'ont pas acheté à 197 €. Quand elle est passée à 600 €, est-ce qu'ils l'ont acheté? Non, ils n'ont pas acheté. Quand elle est passée à 1200 €, est-ce qu'ils ont acheté? Non, ils n'ont pas acheté. Attention, entre 197 € et 2400 €, le prix a simplement augmenté parce que j'ai augmenté la valeur de la formation. Parce qu'on n'augmente pas le prix d'une formation pour rien. On augmente le prix d'une formation en fonction de la valeur qu'on y met. Aujourd'hui, la formation qui coûte 2400 €, c'est une formation dans laquelle tu as un accompagnateur pendant 1 an, Warren. Ça veut dire que pendant 1 an, je paye un coach qui va te suivre pendant 1 an. Wow. Et pourquoi je suis arrivé à ce stade-là? Parce que je me suis rendu compte que pour avoir les résultats, il fallait accompagner les gens. Juste vendre la formation et laisser les gens tout seuls, ça ne produit pas de résultats. Or, mon objectif, ce n'est pas simplement de vendre des formations. C'est de vendre des formations aux gens qui vont les appliquer et vont avoir des résultats. Donc maintenant, quand je forme quelqu'un, je mets derrière lui un policier qui va le suivre et le traquer jusqu'à ce qu'il réussisse. Donc, ça coûte un peu plus cher. Mais c'est mon choix. Parce que je sais qu'en faisant ça, j'ai les résultats derrière. Wow. C'est tout. Wow. Donc, quand tu veux entrer dans le domaine de l'infopreneuriat, ne pas, c'est toujours la même chose. Tu ne peux pas aller écouter les commentaires de quelqu'un qui n'a jamais créé une petite boutique au quartier. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'apprenne dans le business? Il ne sait rien du business. La pire chose que tu puisses faire, c'est aller écouter quelqu'un qui n'a jamais rien créé quand tu veux créer. Le gars qui te dit c'est très cher, demande-lui de te montrer le business qu'il a créé dans sa vie, qu'il a fait moins cher que toi et ça a réussi. Le seul business qu'il a dans sa bouche, c'est parler. Parler, parler, parler. Mais j'ai compris autre chose, Warren, que je te révèle en exclusivité aussi. C'est que chacun d'entre nous paye quelque chose très cher. Ça dépend juste de la chose. Ouais. En fonction de qui tu es, Warren. Peut-être que toi, ce que tu payes très cher, ce sont tes fringues. Parce que tu aimes les bonnes marques. Donc, tu vas mettre un peu plus d'argent sur les fringues. Et peut-être que pour quelqu'un d'autre, là où il va mettre un peu plus d'argent, c'est dans les restaurants. Pour quelqu'un d'autre, pour une femme peut-être, ça va être dans sa lingerie. Tu as des sous-vêtements à 2 €, hein, à 3 $. Oui, oui. Si tu vas chez Walmart, tu as des sous-vêtements à 1 $. Bien sûr, bien sûr. Mais tu as des femmes qui mettent des sous-vêtements de 100 $. Ça fait 100 fois plus cher. On est d'accord? Yeah. Parce que pour elle, c'est le domaine dans lequel elle aime dépenser un peu plus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que en réalité, chacun d'entre nous paye quelque chose plus cher. Dans un domaine ou dans un autre. Maintenant, les entrepreneurs, ce sont les gens qui investissent plus cher en eux-mêmes. Ouais. Donc, un entrepreneur n'aura pas de mal à payer un peu plus cher un domaine différent. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que ça va lui rapporter. La fille qui met son sous-vêtement là, ça va lui rapporter peut-être un bon moment intime avec son mari, mais c'est ce qu'elle veut. Ou son copain. L'entrepreneur, la formation qu'il entraîne. Moi, j'ai pris des formations à 10 000 $ qui m'ont rapporté 100 000, 200 000 $. Oui, je le dis aujourd'hui. Wow. Est-ce que c'était trop cher les 10 000 $ là? Non. C'était trop cher par rapport à quoi? Quand je fais une formation Amazon à quelqu'un, que je la lui vends à 3 600 € Warren, et que la personne prend cette formation et travaille assidûment, en 4, 5, 6 mois, il commence à avoir 2 000 $ dans sa poche par mois. De quoi on me parle? En 1 an, il a remboursé sa formation. La 2e année, tout ce qu'il gagne dans sa poche. La 3e année, il commence à se faire plaisir sur d'autres choses. Est-ce que c'est encore très cher? De quoi est-ce qu'on parle? Quand quelqu'un prend une formation poulet, qu'il paie à 2400 € et qu'au bout de 1 an, il a récupéré son argent,
le reste des années, tout ce qu'il gagne là, c'est pas pour lui. De quoi est-ce qu'on parle? Donc, quand les gens disent que c'est cher par rapport à quoi? Ouais, tout à fait, tout à fait. Waouh, waouh. Les amis, abonnez-vous à la chaîne et partagez, partagez. Aujourd'hui, Philippe nous donne des pépites qui sont extraordinaires. J'ai même l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'effet guerrier mental, mais aujourd'hui, il nous donne même plus que sur investir au pays. Donc, ça veut vraiment dire que aujourd'hui, vraiment, il est vraiment en train d'amener à un autre niveau et c'est très bien. Les amis, abonnez-vous à la chaîne et partagez. Alors, Philippe, par rapport à tout ton business, par rapport à tous tes business en général, aujourd'hui, actuellement en France, tu as aussi développé, tu t'es carrément lancé dans l'immobilier. Alors, comment était ta rencontre avec le business de l'immobilier en fait? Comment ça se passe? Comment tu gères ça en fait? Alors moi, dans l'immobilier, j'ai commencé par l'acquisition d'immeubles de rapport. Parce qu'il faut savoir que l'immobilier, voilà encore un autre domaine dans lequel on a beaucoup d'ignorance. C'est-à-dire que quand tu viens dans l'immobilier et que tu écoutes ce que tout le monde dit, tu vas faire des erreurs bêtes. Et la première erreur, le problème, c'est que les erreurs de l'immobilier coûtent très cher. Quand tu fais une erreur en immobilier, tu as un crédit sur 25 ans, mec. C'est une erreur qui coûte très cher quand même. 25 ans de crédit pour une erreur, c'est trop cher. Ouais, ouais. Donc, il faut bien savoir ce que tu fais en immobilier. Et en immobilier, je me suis formé aussi à comment investir dans les immeubles de rapport. Parce que je me suis rendu compte que il y a immobilier. Il y a l'immobilier du quartier et l'immobilier qui donne l'argent. Donc, j'ai commencé avec les immeubles de rapport. Plutôt que d'acheter un appartement, le jour où j'ai appris qu'on pouvait acheter un immeuble, ma tête a disjoncté. Je suis parti dans l'achat d'immeubles. Par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait le grand frère de l'achat des immeubles, qu'on appelle l'achat-revente. Et maintenant, je suis dans l'achat-revente. Quand je fais un projet immobilier et que ça marche bien, je peux avoir 500 euros, 600 euros, parfois même 1000 euros de cash flow sur un immeuble. Quand je fais un projet d'achat-revente, je peux avoir 200, 300 000 euros en une opération. 300 000 euros, c'est combien d'années que tu vas faire pour avoir ça avec un immeuble? Ouais. Mais c'est pareil toujours, tu vois. Quand je fais une formation dans laquelle je te révèle ce genre de pépites et que je te facture 2000 euros pour te révéler des pépites qui vont te faire gagner 200 000 euros, tu as des petits sorciers qui sortent de nulle part pour dire que c'est cher. Mais you decrease, comme on dit chez nous. Tu as fumé le banga. Qu'est-ce qui te passe par la tête? On te montre un truc qui va te faire gagner 100 000, 200 000 euros et tu dis que c'est cher à 2000 euros. Donc, non. C'est toujours en fonction du niveau de mindset que les gens ont. Donc, l'immobilier, comme les autres domaines, j'ai commencé effectivement de manière basique. Et après, j'ai commencé à grimper. Mais ceci se fait bien évidemment grâce à la banque. Parce que tu ne peux pas faire de l'immobilier en fonds propres. Enfin, tu peux, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est toujours mieux d'être accompagné par des banques. Donc, il faut avoir des dossiers bancaires propres. Wow. Yeah. Ok, les amis, progressivement, on est en train d'aller vers la fin de l'émission. Hein. Donc, parce que voilà, bientôt, Philippe va vaquer à ses occupations business. On ne veut pas trop empiéter sur son temps. Mais quand même, Philippe, quelle est la place du marketing dans tes affaires? Parce que, pourquoi est-ce que je te pose la question? C'est parce que la plupart du temps, les gens montent des business et ils croisent les doigts ou bien ils pensent que les business vont marcher par la grâce de Dieu. Tu vois? Ça, c'est la technique de la communauté. C'est-à-dire, soit c'est la grâce de Dieu, soit je croise les doigts, ou soit je compte sur mes amis pour acheter mes produits. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là? Et encore, quelle est la place du marketing dans ton business? Non, il faut compter sur la grâce de Dieu. Moi, je suis chrétien, je compte sur la grâce de Dieu. Mais Dieu ne récompense pas les paresseux. Jamais. Et il ne récompense pas les feignants. Dieu bénit et récompense le travail. Dieu bénit et récompense la stratégie et l'intelligence. Et le marketing, c'est ça. Le marketing, c'est le cœur de toute activité. Tu peux avoir le meilleur des produits au monde. Si tu n'as pas le marketing qui va avec, tu es foutu. C'est clair. Donc, le marketing, c'est le truc qui va te faire connaître du monde entier. Voilà pourquoi est-ce que les canaux comme YouTube sont super importants. Peu importe le business que je lance. Peu importe le business que je lance. Je ne lance rien si je n'ai pas une stratégie marketing de malade là-dessus. C'est le cœur, comme on dit, c'est le cœur du ballot. Ouais. Et donc, oui, pour moi, le marketing,
Ça a une place fondamentale. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la partie que beaucoup d'entrepreneurs de la communauté négligent. Très peu d'entrepreneurs de notre communauté ont compris qu'ils devaient investir dans le marketing. Voilà, quand vous allez avoir des gens qui dépensent toutes leurs économies pour fabriquer un produit, pour concevoir un produit. Et une fois que le produit est là, tu leur dis, bon, maintenant on fait le marketing, on fait la publicité, tu te dis qu'il n'a plus d'argent. À quoi ça t'a servi alors d'aller perdre ton argent à fabriquer un produit? Ouais. À quoi ça t'a servi? Le marketing doit avoir un budget. Au moins 20% de ton projet doit être dédié au marketing. Ouais. Au moins 20%. Et à partir du moment où tu as dédié ça, tu peux travailler. Voilà pourquoi est-ce que sur ma chaîne, je n'hésite pas quand je sors une nouvelle formation à en parler. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit tout à l'heure que j'étais probablement l'un des plus gros formateurs infopreneuriat de toute l'Afrique. Parce que je m'appuie sur mon audience pour vendre mes produits. Et j'ai énormément de stratégies qui m'ont coûté très cher à apprendre, que je déploie. Yeah. Mais le marketing est la base, quoi. Comme quand je lance un business, je me pose toujours la question de comment je fais et quelle stratégie je mets en œuvre pour percer dans ce business-là. Si je n'ai pas ça, je ne bouge pas. Juste avant cette réunion-ci, je viens de terminer une réunion avec, sur une autre de mes sociétés. On a parlé marketing. On a fait une réunion de 2 heures, on a parlé marketing au moins 1 heure. Au moins 1 heure. C'est au cœur de nos préoccupations. Et dans ce business-là, chaque semaine, on doit réajuster notre marketing pour être performant la semaine d'après. Donc, tu es obligé d'être au taquet. Ouais. Et d'ailleurs, on a décidé aujourd'hui qu'on n'allait plus réajuster toutes les semaines, on allait réajuster tous les 3 jours. Wow. Tous les 3 jours, tu modifies, tu réajustes ta stratégie marketing. Tous les 3 jours. Wow. Après, demain, quand on va voir que tu fais des chiffres, on va dire, yo, comment il fait, patati patata. Il bosse. Il bosse. Ouais. C'est tout. Les gens me souvent disent, oui, mais Philippe a plus d'abonnés sur YouTube et Facebook. Oui, mais Philippe a travaillé plus que tout le monde. Allez me citer un seul YouTuber de la communauté francophone qui a fait plus de vidéos que moi et qui n'a pas au moins le nombre d'abonnés que j'ai. C'est pas le fruit de la magie, gars. C'est le travail. C'est le travail. N'en déplaise à certains, c'est le travail. Yeah, exactement, exact. Ben, écoute, mais en même temps, aujourd'hui, c'est clair que, comme je te disais en préambule, c'est que ta chaîne et ta société est devenue un tag sur YouTube. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que tout le monde peut rentrer sur YouTube. C'est-à-dire, ce qui m'a même dépassé, c'est qu'il y a même des gens qui commencent leur chaîne avec première vidéo, Philippe Simo, investir au pays. En fait, j'étais dépassé, en fait. Mais quand même, j'ai quand même envie de te poser la question de savoir comment tu gères ta cote de popularité aujourd'hui, man. Comment est-ce que tu gères ça? Non. Tu sais, moi, j'aime... There is not bad buzz, there is not good buzz, there is buzz. Yeah, that's true. Au final, mes chaînes ont une croissance énorme en ce moment. Paradoxalement, hein. Ouais. Pendant que les gens font des vidéos pour dire « Ah, Philippe ceci, ah, Philippe cela », il suffisait juste qu'ils regardent mon nombre d'abonnés pour voir à quel point ils sont en train de travailler pour moi. Wow. Très belle stratégie, yeah. On a un nombre d'abonnés qui est en flèche. Donc, ils continuent. Wow. Qui continuent leur travail. Au contraire, bientôt, je vais être en top recherche YouTube. Quand quelqu'un va taper la lettre P, YouTube va lui proposer Philippe Simo. Mais c'est déjà ça qu'on parle entrepreneuriat en Afrique, là. Voilà. Dès qu'il va taper I, on va lui proposer investir au pays. Wow. Maintenant, ce qui est intéressant dans la démarche, en réalité, c'est que les gens ne sont pas stupides, les gens ne sont pas idiots. Quand les gens se rendent compte, et c'est pour ça que je trouve aussi que c'est intéressant, tout ce faux buzz-là. Le niveau d'argument, parce qu'il est tellement bas chez les personnes qui veulent se positionner comme des détracteurs, qu'il suffit d'avoir un peu d'intelligence pour se rendre compte qu'il n'y a pas de crédibilité derrière tout ça. Et donc, moi, j'aime bien ça, en fait. Parce que ce que ça fait, c'est que tout ce pseudo-buzz-là permet de faire un filtre énorme sur ma chaîne. Parce que, mine de rien,
Moi, j'ai pas envie d'avoir des faux abonnés. J'ai pas envie d'avoir des gens pas intelligents dans mon public parce que vu la mission qu'on a à faire, vu la révolution qu'on veut faire sur le continent, on a besoin d'avoir des gens focus, très intelligents et déterminés. Donc, j'ai pas besoin d'avoir des gens qui ne savent pas différencier le vert du bleu. Des gens qui, quelqu'un sorti de nulle part va venir raconter des âneries et ils vont y croire. Si tu es dans ça, c'est parfait. Tu n'es pas à ta place dans ma communauté. Va te traîner dans la boue. Vas-y donc. Au contraire, je trouve que c'est bien parce que ça fait que tous ceux qui n'étaient pas à leur place dans mon audience, tous ceux qui n'avaient pas le niveau, sont partis. Et c'est parfait. Et à contrario, ceux qui ont le niveau, ceux qui réfléchissent un peu plus, ceux qui creusent, comprennent très rapidement, parce qu'un comme toi, tu n'es pas stupide. Tu as bien vu cette vidéo. Et pourtant, tu vois très bien quelle est la légèreté des arguments, quelle est l'inconsistance même des sujets qui sont abordés. Tu te rends bien compte que c'est une volonté pour certains d'entre eux d'exister, parce qu'en fait, il y a des gens qui rêvent d'exister, mais ils ne comprennent pas qu'en fait, si tu veux réussir, Warren, sur les réseaux, il faut que tu aies de bons abonnés. Parce que les abonnés que tu as, qui sont en réalité les détracteurs de Philippe Simo, ce ne sont pas des abonnés qui vont faire progresser ton business. Ouais. Ce sont des haters qui maintenant sont venus dans ta communauté. En réalité, tu as une communauté de haters et tu ne le sais juste pas. Vous vous êtes regroupés entre vous pour faire votre haters avec pour nom Philippe Simo. Mais le jour où tu vas donc vouloir maintenant arrêter de faire le haters pour parler d'autres choses, ils vont te faire comprendre que, mais mon gars, nous, on est des haters. De quoi tu veux nous parler là? Tu veux nous parler de quoi? Nous, on est des gars du Congo-Ça, on est des filles du Congo-Ça. Tu veux nous parler de quel sujet? Ramène-nous au sujet de Congo-Ça. Donc, les gens qui, en réalité, font ce genre de choses ne réalisent pas qu'ils sont en train de créer pour eux-mêmes une pseudo-communauté qui va leur cracher demain à la figure. Ouais. Tu sais, moi qui fais une référence biblique, quand tu lis la Bible, tu te rends compte qu'il y a un passage qui est très intéressant sur Jésus, dans lequel il a fait un miracle là où il a donné le pain. Il a multiplié le pain. Tu connais le fameux miracle de Jésus, là, il multiplie le pain. Les gens sont très contents. Ouais, Jésus a multiplié le pain. La Bible dit même qu'ils ont voulu faire de lui le roi, parce qu'ils ont mangé. Hein. Et il y a un verset qui est très intéressant là où Jésus dit, la Bible dit que Jésus ne se fiait pas à ce qu'il disait, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et ce qui est très intéressant, Warren, c'est que les gens qui étaient en train d'acclamer Jésus, qui voulaient faire de lui le roi, quelques versets plus tard, étaient les mêmes qui étaient en train de vouloir le crucifier. Et ça, c'est un verset qui m'a toujours beaucoup marqué. Ceux qui sont en train de t'applaudir aujourd'hui, est-ce que ce ne sont pas eux qui vont te crucifier demain? Exact. Donc, je suis bien heureux que tous ceux qui m'auraient crucifié partent. Parce qu'ils vont aller crucifier quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Donc, nous, on avance. Et on avance avec une communauté épurée, avec des gens qui sont intelligents, qui comprennent les enjeux et qui ne veulent pas être distraits par ce genre de choses. Ok, très bien, très bien. Alors, on est en train de tirer vers la fin, Philippe. Tout ce que tu nous dis là est tellement important. Mais quand même, on ne peut pas terminer cette émission-là sans pour autant te poser la question de savoir. Parce que vois-tu, déjà, je vais d'abord planter le décor de ma question. C'est que, tu sais, dans notre communauté, on avait déjà même parlé de ça en off, toi et moi, c'est que dans notre communauté, il y a un problème au niveau du partage. Est-ce que tu vois un peu? On a un problème avec la notion du partage dans la communauté. C'est-à-dire, ceux qui réussissent, on a comme l'impression que c'est comme si dans la communauté, beaucoup réussissent comme si c'était la chance, en fait. Bon, il y a un peu de chance à l'intérieur, mais il y a ce côté-là où on ne veut pas partager, en fait. Et toi, clairement, tu vas dans un domaine, tu vas dans une démarche du partage. Mais maintenant, par rapport à ton domaine du partage, et actuellement, le Covid a clairement montré que c'est compliqué maintenant pour faire les conférences en présentiel. Est-ce que tu es en train de te projeter de gérer maintenant des conférences en ligne? Ça a été un gros débat, ça, entre ma femme et moi. Parce qu'elle me dit qu'il faut aller vers les conférences en ligne. Mais je suis convaincu que ce n'est pas le modèle qu'il nous faut. Tu sais, une conférence, investir au pays, ce n'est pas juste venir écouter Philippe. En réalité, c'est participer à une expérience. Pendant mes conférences, des partenariats se nouent, des sociétés se créent. On a plusieurs sociétés qui se sont créées pendant mes conférences.
On a même des sociétés qui se sont créées, des gens qui aujourd'hui achètent des immeubles en France. Tu ne fais pas ce genre de choses quand tu es en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne fais pas ce genre de choses quand tu es en ligne. Ouais. Donc, là, avec le déconfinement qui est en train de se produire, on est en train de reprogrammer nos conférences. Je te rappelle qu'en Afrique, on fait nos formations. Hein. Là, je suis à Abidjan le 19 juin. Je suis à Dakar le 26 juin. Donc, en Afrique, on fait nos formations. À Paris, je vais faire... Ça fait 1 an. Pour que je te dise, Warren, il faut que tu vois un peu. Warren, ça fait 1 an que des gens ont payé pour faire une formation avec moi à Paris qui n'a pas eu lieu. La formation devait avoir lieu en septembre de l'année dernière. Ça fait 1 an qu'ils ont mis leur argent. Et ils attendent. Pour te dire le niveau d'attente que les gens ont par rapport aux événements. L'événement est plein. Plein depuis 1 an. Les gens attendent que ça se déconfine pour venir aux événements. Donc, tu vois, on a une vraie communauté. Et je pense que c'est l'une de nos plus grosses réussites. C'est qu'on est parvenu à transformer les abonnés en communauté. Et c'est là qu'on réussit sur YouTube, Warren. C'est quand on a non plus des abonnés, mais une communauté. Or, beaucoup de gens ne savent pas faire la différence. Ouais. C'est tout l'enjeu de YouTube. YouTube, on ne fait pas YouTube pour avoir des abonnés. On fait YouTube pour créer une communauté. Mais beaucoup de gens n'ont que des abonnés. Que ce soit même, il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés, mais ils n'ont pas de communauté. Ouais. Et nous, chez Investir au pays, on a une vraie communauté forte. Ouais. Et même là, la communauté, même c'est celle-là même qui est capable même de prendre position lorsque les détracteurs, quand les haters viennent, parce que là aussi, la communauté, c'est elle qui reconnaît ton vrai travail en même temps aussi. Et le truc, c'est que les abonnés, eux, ils sont juste là pour faire le nombre, en fait. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais c'est ce que je te dis. Je n'ai pas besoin d'abonnés. J'ai besoin d'une communauté. Là, les abonnés, c'est eux qui vont te détruire demain. C'est eux qui vont te cracher dessus demain. C'est eux qui vont dire tout de toi demain. C'est tout. Ouais. Ouais. Moi, j'ai besoin d'une vraie communauté avec laquelle je vais dire, les gars, on a un projet de construction d'un forage à Libreville. Il nous faut 10 millions d'euros sur la table. On fait comment? Les gars se mobilisent. Ouais. Ouais. Quand tu as des abonnés, tu as des petits fous qui vont commencer à sortir. Tu te dis, hey, tu veux faire quoi avec l'argent? Patati patata. Ils ne sont pas focus. Ouais. Ils n'ont rien compris. Ils viennent faire le nom. Ouais. Et ce sont ceux-là qui vont dire que tes produits sont chers, les abonnés. Oui, non, c'est trop cher. Bien sûr. Même si tu leur donnes ça gratuit, ils ne vont pas appliquer. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, tellement vrai. Alors, avant-dernière question, et puis je te libère. C'est que là, toi aussi, tu es en train de partir. Alors, au-delà de tout ce que tu as pu nous dire aujourd'hui d'excellent, et moi, clairement, il y a beaucoup, je pourrais même, pour être honnête avec toi, je vais refaire le montage de cette émission-là pour prendre les parties les plus excellentes, parce qu'aujourd'hui, là, tu nous as dit des choses, comme je disais, c'est tellement intéressant, et il n'y a pas de raison que les gens ne se lancent pas. Alors, abonnez-vous, partagez, les amis. Alors, l'avant-dernière question que je veux quand même te poser, c'est celle de savoir, aujourd'hui, tu as été une grande autorité dans la communauté. Mais, la dernière fois, tu avais fait une vidéo là où tu parlais du livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Et quelque part, moi, je me mets un peu dans cette position-là, là où les gens, quand Andrew Carnegie avait rencontré Napoléon Hill, il y a eu un transfert d'énergie, en fait. C'est-à-dire, il y a eu le fait que Carnegie a donné les secrets à Napoléon Hill pour que lui continue. Est-ce qu'aujourd'hui, Philippe Simo commence quelque part aussi à réfléchir, à préparer une relève? Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu nous dis des choses intéressantes, tu es quelqu'un qui fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'en même temps, tu commences aussi à penser à créer une sentinelle de jeunes que tu vois dans la communauté, que tu sens que lui là, quand même, il est intéressant, je pense que je peux lui mettre sur mon aile. Lui là, il est intéressant, je pense. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, en fait? Warren, je suis à la recherche d'une 60aine de jeunes leaders. Je suis le premier. Je pense que les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de faire et où est-ce que je veux vraiment contribuer à changer l'Afrique.
J'ai dit tout à l'heure qu'Investir au pays veut se positionner comme la société de référence qui réconcilie la diaspora à l'Afrique. La diaspora a beaucoup d'argent, beaucoup de compétences, mais ne donne pas assez à l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai créé Investir au pays Cameroun. C'est une société de droit camerounaise. J'ai créé Investir au pays Côte d'Ivoire. C'est une société de droit ivoirien. Mais il reste 52 pays. 52 pays. Et pour chaque pays, Warren, je cherche un directeur général. Ça veut dire que quand je vais aller au Gabon, j'aurai besoin d'un directeur général que je vais mettre à investir au pays Gabon. Quand je vais aller en Centrafrique, il me faut un directeur général d'investissement. Donc, je cherche un directeur pour investir au pays Nigeria. Je cherche un directeur pour investir au pays Ghana, ainsi de suite. Mais où est-ce que tu crois que je prends mes directeurs? Tu crois que je vais les prendre sur LinkedIn? Non. Ce sont des gens que je forme en interne à la sauce investir au pays. Ce sont des collaborateurs avec qui je travaille aujourd'hui, dans l'ombre, que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas. Et que vous allez découvrir dans 2 ans, quand ils vont être nommés à un poste dans un pays. Mais c'est maintenant qu'ils sont en train de se former. C'est pour ça que quand quelqu'un vient travailler avec moi, si ce qui l'intéresse, c'est gagner de l'argent tout de suite et maintenant, il fout le camp. Il n'en a pas besoin. J'ai besoin de gens qui viennent s'inscrire dans une vision, qui comprennent qu'on est là pour changer quelque chose de manière durable et qui comprennent le positionnement qu'ils vont avoir. Tous ceux qui viennent bosser, moi je leur dis, si tu as l'âme d'un dirigeant, si tu as l'âme d'un grand manager, on peut faire des choses ensemble. Yeah. Wow. Donc oui, je suis dans une logique de transmission. Au moment où je te parle, j'ai plusieurs jeunes avec lesquels je travaille dans mes sociétés que j'observe, à qui je donne des responsabilités au fur et à mesure. Et je vois comment ils se comportent. Je vois comment est-ce qu'ils gèrent. Et je vois qui est-ce que je peux positionner à tel ou tel endroit. Et au fur et à mesure qu'ils font leurs preuves, je les fais upgrader. Et quand j'estime que l'un d'eux est prêt, on sélectionne un pays et on l'envoie là-bas travailler. Mais parce que je sais que parce que je l'ai façonné, il va pouvoir donner la performance. Ou elle va pouvoir donner la performance. Parce qu'il y a des jeunes filles là-dedans. Wow. OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, est-ce que c'est possible qu'un jeune, par exemple, qui a écouté cette émission aujourd'hui et qu'il est, par exemple, ressortissant d'un pays, peut contacter, investir au pays et voir un peu comment est-ce que il peut postuler pour être… Comment ça se passe, en fait? C'est-à-dire, est-ce que… Non, aujourd'hui, je recrute essentiellement des gens. En général, c'est moi qui vais vers les gens. Ah, OK. OK. On ouvre un poste, tu postules pour le poste, en réalité, mais on voit si tu as l'âme d'un leader en travaillant avec toi. Si on confirme que tu as l'âme d'un leader et que tu partages nos valeurs, on voit comment te faire rentrer dans un process pour devenir un de nos managers. Yeah. OK, très bien. Et ce que je te dis là, on en a en France et on en a en Afrique. On a déjà aujourd'hui en France 3, pour être précis, 3 personnes qui sont dans ce process-là. D'ici 1 an, 2 ans, on verra s'ils sont assez matures et prêts pour aller ouvrir des trucs au pays. Au pays, on a d'autres qui sont dans ce même process. Voilà. Wow. Mais aujourd'hui, on en a 3. Mais au départ, ils étaient beaucoup plus nombreux. Mais on a fait des filtres. On a vu certains d'entre eux venir sur les réseaux parler à gauche, à droite. Quand on leur a dit, on ne veut plus de vous. Vous ne correspondez pas à l'éthique. Vous ne correspondez pas à l'éthique qu'on recherche. Vous ne correspondez pas au mindset qu'on veut. Quand on les met de côté, et ils nous ont donné raison. Quand on voit les bêtises qu'ils sont venus faire sur Internet après, ils ont juste confirmé qu'on avait raison de les mettre de côté. Ouais, je voulais venir sur certaines choses, mais comme on a parlé en off qu'il y a certaines procédures qui sont, qui sont devant les tribunaux, on va pas épiloguer là-dessus. Mais dans tous les cas, on a bien compris. Alors, Philippe, le truc, c'est que, tu sais, tu as un parcours excellent dans le sens là où tu aurais pu faire comme tous les grands de la diaspora, comme j'ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos, c'est-à-dire tu aurais pu rester en France, profiter de ton CDI et de vivre dans le froid et manger et puis venir simplement en Afrique pour les vacances, en fait. Mais tu as décidé clairement de sortir de ta zone de confort et de venir dealer avec les réalités de l'Afrique. Quelque part, il y a eu beaucoup de vidéos que tu as fait sur le marabout, le collaborateur, mais pour quelqu'un qui
En fait, d'où te vient cette force-là de vouloir montrer le bon et le mauvais côté de ton aventure entrepreneuriale? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font dans le filtre, en fait. C'est-à-dire, il y a des gens qui préfèrent montrer le bon côté. Mais certaines personnes auraient pu dire que non, non, ça c'est un peu embarrassant. Mais d'où est-ce que tu trouves cette force-là, en fait? Tu sais, Warren, moi j'ai toujours dit aux gens, les gens qui s'abonnent à ma chaîne, c'est généralement des gens avec qui dans la vraie vie on peut être potes. On ne s'est jamais vu Warren, tu vois, mais on s'est parlé à plusieurs reprises et le courant passe bien parce que je suis dans la vraie vie comme je suis dans mes vidéos. Moi, je suis quelqu'un de cash. Je dis les choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est rare dans les relations. Parce que dans les relations, les gens sont faux. Les gens essaient de se cajoler, justement, une forme d'hypocrisie. Moi, je ne suis pas comme ça dans la vraie vie. Et donc, forcément, quand je crée une chaîne YouTube, je suis là pour être vrai. Et ça démarque de tous les autres. Parce que généralement, justement, les gens essaient à gauche, à droite de dire et de faire des choses. Moi, ce n'est pas ma logique. Ma logique, c'est de montrer aux gens la réalité, telle qu'elle est, crue, avec les bons et les moins bons. Si tu n'es pas prêt, ne viens pas. Ça ne sert à rien. Qu'on te montre une image édulcorée qui te fasse rêver, et quand tu viens et tu rencontres les difficultés, boum, tu n'as qu'une envie, c'est de te barrer. Donc non, moi, ma démarche, c'est de montrer aux gens ce qu'il en est réellement. Yeah. Ok. Les gens eux-mêmes décident. Yes, yes. Ok, dernière question avant de se séparer. Les amis, on ne pourrait... le Philippe est tellement passionnant que malheureusement, on ne peut pas aller au-delà. Alors, ma dernière question, en fait, c'est un mot de fin, mais en 3 volets, en fait. C'est-à-dire, oui, il faut le dire, il faut le dire. Parce que je veux vraiment que tu touches mes abonnés ici, là, enfin, ma communauté ici. Tu nous as bien appris ça aujourd'hui, qu'il faut savoir faire la différence entre les abonnés et la communauté. Oui, c'est, voilà. Je veux vraiment que tu parles à ma communauté aujourd'hui, là, dans le sens là où, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est dans la diaspora. La personne veut venir en Afrique. Mais il y a 2 choses, c'est-à-dire, encore une fois là, encore peut-être que là, il faut planter le décor. Il y a 2 choses, c'est-à-dire, la personne veut venir en Afrique, mais la personne ne sait pas par où commencer, ou encore la personne a peur de venir et d'investir son argent. Quel est ton message à cette personne-là? Alors que la personne a un compte en banque bien garni, hein, mais la personne a peur de venir parce que quand on regarde, bien évidemment, tu l'as si bien dit, c'est-à-dire que tu as dit qu'il y a des hauts et des bas, mais la personne a peur de se lancer. Quel est ton message pour cette personne-là? Le deuxième volet, c'est les femmes qui ne veulent pas soutenir leurs hommes, et c'est vice-versa, hein. C'est-à-dire ça peut être l'homme comme la femme. C'est-à-dire les hommes que quand la femme décide de vouloir entreprendre, il est le premier à s'opposer à ce que la femme entreprend, ou encore elle la première à s'opposer à ce que l'homme entreprend. Quel est ton message à ces personnes-là? Et le dernier message, c'est à la jeunesse africaine actuellement. Quel est ton message à cette jeunesse-là qui est découragée et peut-être qui attend tout de l'État? Quel est ton message pour eux? Ouf, ça fait beaucoup de choses. Oui. Premier point, celui qui a peur. J'ai envie de lui dire 2 choses. La première, c'est que est-ce que l'argent qu'il a en banque, là, il a volé ça? Beaucoup de gens font comme si l'épargne qu'ils ont, ils ont volé ça. C'est toi qui as travaillé pour avoir cette épargne. Ça veut dire que tu peux encore recommencer à travailler et réavoir ça. Primo. Deuxio, être pauvre, c'est difficile. Devenir riche, c'est difficile. Chacun doit juste choisir sa difficulté. Quand tu es pauvre, c'est difficile le quotidien. Ouais. Quand tu te bats pour devenir riche, c'est aussi difficile. Quelle est la difficulté que tu choisis? Parce que dans les 2 cas, ce sera difficile. Et je pense qu'il est préférable de choisir la difficulté qui peut propulser ta vie à un autre niveau. Ceux qui ont peur, j'ai envie de leur dire que la peur, c'est normal parce que c'est un sentiment qui te fait comprendre qu'il y a un danger. La mauvaise peur, c'est celle qui te paralyse et t'empêche d'agir. La bonne peur, c'est celle qui te fait prendre conscience du danger et te pousse à mettre en œuvre des stratégies pour éviter de tomber. C'est ça la bonne peur. Donc, si la peur qu'ils ont les empêche de se lancer, c'est une mauvaise peur parce que c'est une peur qui paralyse. Et pour sortir de là, j'ai juste envie de leur dire,
Imaginez votre vie dans 5 ans. À quoi va ressembler votre vie dans 5 ans si vous ne faites rien? Et à quoi va ressembler votre vie dans 5 ans si vous vous lancez? Parfois, les gens sont trop court terme. Ils ne voient que ce qu'ils ont en face d'eux. Or, tous ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils ont vu leur futur et ont aimé ce qu'ils ont vu. Ça dit, Warren, quand tu vois que si je me lance dans le business, aujourd'hui je gagne 3 000 € par mois, mais si je me lance dans le business, je peux me retrouver à gagner 30 000 € par mois. Et que tu te dis, pour y arriver, il faut que je travaille 12 heures par semaine, il faut que je fasse ceci, cela. Si la récompense vaut la peine, tu vas faire le sacrifice. Yeah. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne voient plus la récompense. Il faut voir la récompense, les amis. Il faut voir la récompense. Quand vous voyez la récompense, ça change tout. Il faut voir la récompense. Et devenir entrepreneur, c'est l'une des plus belles récompenses que vous puissiez avoir sur le plan financier et même sur le plan du développement personnel. Ouais. Pour ceux qui ont peur par rapport à l'État et ce genre de choses, j'ai envie de leur dire que l'État ne s'intéresse à vous que quand vous devenez grand. C'est une fausse peur. Pour devenir quelqu'un dont l'État va se préoccuper, il faut déjà être au stade où tu fais déjà des milliards, plusieurs milliards. Donc, avant de te préoccuper de comment on va te traiter quand tu auras plusieurs milliards, commence déjà par gagner 1 million. Yeah. Gagne d'abord 1 million, 10 millions, 50 millions, 100 millions. Et maintenant, à ce stade-là, commence donc à te positionner pour savoir comment gérer l'État. Parce que l'État, c'est une contrainte dans nos pays. Mais tu as des gens qui ne gagnent même pas un centime, qui commencent à se dire, oui, mais l'État freine les entrepreneurs. Tu as créé quoi pour que l'État te freine? Ouais, ça c'est en fait c'est la plus belle excuse que les gens trouvent toujours. Oui, ouais. Il y a la corruption chez nous. Tu as fait quoi et la corruption t'a freiné? Ouais. Moi, j'ai lancé plusieurs business en Afrique. Avant d'atteindre une certaine taille critique, ceux qui sont réellement tes obstacles sur le chemin, ce sont des collaborateurs voleurs. Ce sont des voisins féticheurs. Ce sont des docteurs qui veulent voler tes terrains. Ce n'est pas l'État. Donc, les premiers obstacles que tu rencontres dans ta vie entrepreneuriale, ce n'est pas l'État. L'État est loin d'être un obstacle tant que tu ne deviens pas une certaine position. Mais les gens n'ont rien fait. Même une boutique, ils n'ont pas créé une boutique au quartier. Mais ils te parlent des théories entrepreneuriales. Comment investir est compliqué à cause de tel indicateur. Mais mec, tu ne sais même pas comment on vend des paires de chaussures. Arrête de raconter n'importe quoi. Tu vas l'entendre parler, il va véhiculer la peur, énerver tout le monde, décourager tout le monde. Lui-même, il n'a jamais vendu des babouches. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. J'ai souvent dit ça aux gens. Vous allez apprendre à échouer à côté des gens qui ont échoué. Ouais. Et vous allez apprendre à réussir à côté des gens qui ont réussi. Je vois des gens qui n'ont jamais créé même une tontine, venir faire des vidéos sur Internet pour dire aux gens comment réussir en entrepreneuriat. Mais mec, c'est depuis ton bureau que tu sais comment réussir en entrepreneuriat? C'est depuis le projet que tu as créé et qui a échoué que tu sais comment réussir en entrepreneuriat? Parce que quand tu crées un projet et que tu échoues, il faut qu'on se dise la vérité. L'expérience que tu as, c'est l'expérience de l'échec. Une femme qui se met en relation avec un homme et divorce ne sait pas comment on fait pour vivre heureux en couple. Je suis désolé. Ouais. Seule une femme qui vit de manière heureuse dans un couple sait comment on fait pour être heureux dans un couple. Celui qui a échoué va te parler des mauvais aspects et il va à la limite t'effrayer. Mais celle qui vit dans un couple épanoui te dira autre chose. Parce que celui qui a échoué a un langage négatif. Il a un langage de l'interdit. Il a un langage de ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Celui qui a réussi a un tout autre langage. Fais, fais, fais. Et le problème, c'est que comme dans notre communauté, on a beaucoup de personnes qui ont non soit rien fait, soit ont beaucoup échoué. Et bien, c'est eux qu'on écoute. Et ils envoient les gens dans l'erreur. Très bien, très bien. Et là, dernier message pour la jeunesse africaine, l'espoir. C'est en Afrique que les choses se passent.
Moi, j'ai envie de dire aux gens qui sont sur les réseaux, vous savez, à la fin de la journée, c'est votre propre vie. Hein? Moi, l'argent qui entre dans mes comptes bancaires ne dépend pas de vos petits commentaires à la con. C'est pas à cause des commentaires. Je veux dire, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne signe un contrat. Aujourd'hui encore, on a 2 personnes qui nous ont contactés pour signer des contrats pour construire leurs immeubles. Donc, à la fin de la journée, il faut se poser la question, bon, moi, aujourd'hui, là, à part aller insulter Philippe sur les réseaux sociaux, en quoi est-ce que ma vie s'est améliorée? Parce que lui, là, il a signé 2 contrats aujourd'hui. Demain, on va en signer un autre. Après, demain, on va encore en signer un autre. Donc, toi, à part venir bavarder, là, insulter, te moquer, ta propre vie, là, tu en es où? Il faut juste se poser cette question. Tu en es où dans ta propre vie? J'ai l'impression que parfois, cette jeunesse-là oublie de vivre. Vivez, les amis. Vivez vos propres vies. Ne vivez pas la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas entraîner dans les commentaires des gens. Vivez votre propre vie. Parce qu'à la fin de cette journée, mon ami, aujourd'hui où on parle, le chiffre d'affaires que j'ai fait en 7 journées seulement peut te faire vivre 10 ans. Aujourd'hui seulement, hein, ça peut te faire vivre 10 ans. Donc, tu es là à continuer de crier sur les gens ou à te demander toi-même ce que tu peux faire pour ton enfant, pour ta femme, pour tes enfants. Tu fais comment? J'ai l'impression que parfois les gens, ils ne réalisent pas qu'il s'agit de leur vie. J'ai l'impression que les gens deviennent spectateurs de leur propre vie. Ils ne réalisent pas que je dois vivre ma vie. Ouais. Je dois apporter mon changement au monde. Je dois avoir mon impact. Je dois préparer l'avenir de mes enfants. Et au lieu de me concentrer, parce que demain, tous ceux qui viennent commenter là, quand vos enfants vont grandir, ils vont revoir vos commentaires. Et ils vont vous demander, papa, maman, pourquoi à l'époque tu n'as pas fait comme Philippe pour toi aussi lancer un business pour nous sortir de la pauvreté dans laquelle on est aujourd'hui. Au lieu de lancer un business, tu passais ton temps à aller insulter les gens sur les réseaux. Ça nous a apporté quoi, papa? Ça nous a apporté quoi, maman? Ouais. Rien du tout. C'est-à-dire, vous ne réalisez pas que vous aurez des comptes à rendre à vos futures générations. Ouais. Ouais. Moi, un jour, j'avais demandé à ma mère, mais maman, quand les gens achetaient les terrains à Aqua, tu étais où? Aqua, c'est un quartier d'affaires à Douala. Quand les gens, c'est un peu comme si tu disais, quand les gens achetaient les terrains à Wall Street, tu étais où? Quand les gens achetaient les terrains à la Silicon Valley, tu étais où? Ouais. Et je me suis dit, non, ma mère a fait à son niveau. Et je me suis surtout posé la question, ok, maintenant, toi, donc, Philippe, toi, quand tes enfants vont te poser cette question dans 20 ans, qu'est-ce que tu vas leur répondre? Parce que toi aussi, Philippe, tes enfants vont te poser cette question. Mais papa, à ton époque, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Tu étais où? Ouais. Et j'ai dit non. Je n'ai pas envie que quand mes enfants vont me poser des questions, je sois sans réponse. Ouais. Donc, je me suis investi. Le message que j'ai envie de dire à la jeunesse, et à ceux qui nous écoutent même moins jeunes, le destin est individuel. Quand on est dans un live à plusieurs, on a le sentiment qu'on est en train d'être quelqu'un parce qu'on est en train d'insulter à gauche, à droite. Mais le destin est individuel. Et à la fin de cette journée, quand tu dormiras ce soir, as-tu fait progresser ta vie ou pas? As-tu posé des actes qui font avancer ta destinée ou pas? Et la réponse est simple, Warren. Tant qu'on est dans la critique et l'invective, on ne peut rien faire de positif. Ce n'est pas moi qui le dis. Tous les cours de développement personnel le disent. Tous les entrepreneurs le disent. Tant que tu es à critiquer les autres, tu ne fais rien pour toi. Voilà pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin de connaître tous ces gens-là pour savoir que ceux qui sont dans la critique ne construisent pas. Parce que le cerveau ne peut pas à la fois détruire et construire. Le cerveau ne sait faire qu'une chose. Soit il est dans la construction et il va te donner les meilleures idées pour construire, bâtir et faire des choses importantes. Soit il est dans la destruction et il va te donner les meilleures idées pour détruire, pour te moquer, pour insulter, pour justifier ta médiocrité.
Donc, j'ai envie de dire aux gens, faites votre choix, soyez cohérents avec vous-même et restez dans votre couloir. N'écoutez pas certaines personnes qui ont déjà raté leur vie. Parce que ce qu'on ne sait pas parfois, c'est que tu peux voir un pseudo là, mais en fait, la personne qui écrit là a 50 ans. La personne qui écrit à 60 ans. Ouais. J'ai vu des papas de 55 ans. Ils ont pratiquement l'âge de ma mère. 55 ans, c'est-à-dire leur vie est déjà derrière eux. 55 ans. Ils viennent faire des vidéos contre des gens qui auraient pu être leurs enfants. 55 ans. Mais mec, tu as 55 ans. Qu'est-ce que tu fous là? Ouais. Tu as 55 ans. Est-ce que tu es conscient de ton âge? Tellement triste. 55 ans, mais attends. À 55 ans, mais c'est pas possible. Comment tu as 55 ans? Tu viens sur les réseaux pour insulter des gens qui auraient pu être tes enfants. Ouais. Ouais. Tellement triste. Waouh. Voilà notre communauté. Donc, les gars, choisissez, hein. Choisissez. Et c'est tout. Si tu prends ce chemin-là, j'ai une prophétie pour toi. À 55 ans, tu seras aussi en train de critiquer la vie des gens. Yeah. Yeah. Parce qu'un homme ne peut pas donner au-delà de ce qu'il a. C'est tout. Merci beaucoup, Warren. Merci à toi, merci à toi, merci à toi. On te remerciera jamais assez. Tu nous as apporté quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Et seuls ceux qui ne sont pas conscients ne vont pas voir cela. Ben écoute, merci beaucoup. Merci Philippe pour le temps que tu nous as consacré. Abonnez-vous à la chaîne de Warren. Je profite pour le dire. Warren, c'est vraiment quelqu'un qui apporte du bon contenu, qui essaie de... Vous voyez, sa chaîne, c'est le guerrier mental. Warren, c'est quelqu'un qui essaie de bousculer notre mindset, qui essaie de questionner nos choix, qui essaie de nous faire comprendre que pour réussir, il faut avoir un mindset de guerrier. Guerrier mental, parce que tout part de là, en fait. Quand on vient d'Afrique et qu'on a traversé des péripéties comme celles que l'on a pu rencontrer, on a besoin d'avoir un mindset de malade pour réussir. Et sur la plateforme de Warren, justement, il essaie de partager ses expériences et de donner du contenu qui va nous amener vers ça. Donc, soutenez Warren, les amis. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur de vraies chaînes. Des gens qui viennent pour faire avancer les choses. Des gens qui viennent à leur niveau pour montrer le chemin. Soutenons ce genre d'initiative et abonnons-nous chez eux. Merci beaucoup, Philippe. Tu es juste magnifique. Bien des choses à toi. Et on se retrouve sur ton live. Hein. On va faire j'ai un live tout à l'heure, pimenté, choqué. Là, bon, là tu vois, tu m'as pris beaucoup de temps. Ok. Il faut que j'aille rapidement manger pour lancer mon live là. Ok, d'accord. Cool. Merci beaucoup. Merci. On te suit tout à l'heure. Merci, Warren. À plus tard. Ciao. Merci beaucoup à tout le monde. Hein. À très bientôt. Okay. Bye. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été aussi nombreux pour nous assister. Merci. Abonnez-vous davantage, partagez. Et sur ce, on se dit à la prochaine.